Alors bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir affronté les éléments qui prédisposent pas, disons, à sortir de chez soi et à venir écouter des conférences. Alors j'ai le plaisir d'accueillir pour un cycle de 4 conférences le professeur Jean Ouinan de l'Université de Liège. Alors les égyptologues ici présents s'étonneront peut-être que ce soit moi et non mon collègue égyptologue Laurent Coulon qui soit à l'origine de cette invitation. En effet, Jean Ouinan est un égyptologue internationalement réputé, considéré comme un des meilleurs spécialistes de la langue et de la grammaire égyptienne, puisqu'on lui doit, outre une grammaire de raisonnée de l'égyptien classique, qu'il a co-signé avec Michel Malaise en 1999. On lui doit de nombreuses études sur le néo-égyptien, dont le volume La morphologie verbale, publié à Liège en 1992, et bientôt, je crois, c'est sous presse, non, une grammaire du néo-égyptien. Je ne sais pas si ça va sortir dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent, mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Entre les deux. Voilà, entre les deux, voilà. Alors, c'est qu'en fait, ce n'est pas pour ces travaux purement égyptologiques que j'ai invité Jean Ouinan. S'il est spécialiste du néo-égyptien, il est aussi spécialiste des néo-hiéroglyphes, ce qui n'a rien à voir puisque le terme désigne, comme il va nous l'expliquer, ces hiéroglyphes fantasmés, réinventés à l'aube de la Renaissance par les intellectuels fascinés par les anciennes écritures égyptiennes dont la clé était perdue. Or, il se trouve que l'intérêt que le monde moderne a développé pour cette écriture des Égyptiens doit beaucoup à une figure de l'Égypte de l'Antiquité tardive, et là, je suis plus dans mon domaine, de l'Antiquité tardive, Aura-Apollon, à laquelle j'ai consacré ici même un colloque en 2018, auquel d'ailleurs Jean a participé, et aussi une série de conférences à Rome l'an dernier. Et il m'a donc semblé intéressant que soit poursuivie cette réflexion sur la postérité des hiéroglyphes à l'époque moderne, dans la mesure où elle doit beaucoup au hiéroglyphica d'Aura-Apollon, ou comme je le pense, du pseudo-Aura-Apollon, et plus largement à l'idée que les Grecs se sont fait des hiéroglyphes pendant un certain nombre de siècles. Alors pour ce faire, je ne pouvais évidemment souhaiter meilleur spécialiste que Jean Ouinan. Depuis plus d'une dizaine d'années, en effet, il s'est intéressé à la réception de sa discipline à l'époque moderne, et notamment à la façon dont les hiéroglyphes ont pénétré la culture européenne. Alors cette réflexion a été inaugurée, je crois, presque 10 ans, il y a à peu près 10 ans, par un petit livre intitulé « La réception des hiéroglyphes de l'Antiquité au temps moderne », publié en 2014 par l'Académie royale de Bruxelles, dont Jean Ouinan est membre. Et cette réflexion, ce travail sur la réception des hiéroglyphes s'est poursuivi par une série d'articles, un rythme, je dois dire, croissant. Je citerai un Frankenstein sémiotique, les hiéroglyphes d'Athanas Kircher, publié en 2018, La quête d'Isis ou la confirmation de Dieu, l'interprétatio kircheriana, en 2020, le père Athanas Kircher ou l'interprétation alchimique du mythe d'Isis et d'Osiris en 2021, les hiéroglyphes égyptiens après Kircher, la naissance de la philologie orientale au XVIIIe siècle, la réception des hiéroglyphes en Occident, de l'Antiquité classique au déchiffrement en 2022, Athanas Kircher, et le déchiffrement des hiéroglyphes, réalité ou fiction, en 2022. Et je pourrais continuer encore, il y a un certain nombre de titres que je pourrais égrener et qui montrent cet intérêt de Jean Ouinan pour les hiéroglyphes et la réception des hiéroglyphes à l'époque moderne. Et d'ailleurs, je crois que tu as aussi, en ce moment, à peu près 5 ou 6 articles sur le sujet qui sont sous presse. Donc consacrés aux néo-hiéroglyphes, mais aussi au père Athanas Kircher, qui reste, comme nous le verrons dans la 4e conférence, la figure la plus emblématique de la recherche hiéroglyphique ou des recherches hiéroglyphiques pré-champollioniennes et de leurs errances. Pour le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes, il y a maintenant 2 ans,
eh bien, Jean a conçu et organisé à Liège une remarquable exposition sur les hiéroglyphes avant Champollion, depuis l'Antiquité classique jusqu'à l'expédition d'Égypte, dont le catalogue, co-signé avec Gaël Chantrin, est actuellement, je le pense sincèrement, une des meilleures introductions à la façon dont les hiéroglyphes ont été perçus, ont été rêvés, ont été étudiés avant que Champollion ne les fasse rentrer définitivement ou presque dans le domaine de la science. Mais j'ai beaucoup parlé et, prenant à mon compte une partie du titre de son cycle, d'imiter Wauquez, eh bien, je me tais. Je me tais et je donne la parole à Jean pour ce voyage auquel il nous invite au pays des rêveries hiéroglyphiques qui va nous conduire de la Sérénissime des Halles à la Rome des papes, en passant par la Liège de la Renaissance. Jean, je te remercie d'être là et nous sommes tout prêts à t'écouter. Merci. Ah oui, tu as un micro. Bonjour à tous. Avant de commencer, un devoir bien agréable, c'est de remercier le Collège de France, la personne de son administrateur, Thomas Römer, et plus particulièrement le professeur Jean-Luc Fournet, qui a bien voulu porter cette invitation à l'Assemblée des professeurs du Collège. Et puis aussi, mais Jean-Luc a déjà fait allusion à vous, les courageux qui avez bravé la neige et le froid pour venir assister à ces conférences. Il y a d'autant plus de mérite que dans moins de 48 heures, en fait, vous aurez en ligne la possibilité de voir ou de revoir la conférence. Donc merci vraiment à vous de vous être déplacés aujourd'hui. Cela fait très chaud au cœur. Le terme néo-hiéroglyphe qui est utilisé dans le titre de cette première conférence aurait très certainement surpris les hommes de la Renaissance. Je pense même qu'il les aurait peut-être même choqués. Cette appellation, forgée par les modernes, a précisément pour objectif d'éviter toute confusion entre la production des humanistes et des artistes des XVe et XVIe siècles et les inscriptions hiéroglyphiques, les vraies inscriptions hiéroglyphiques de l'Égypte ancienne. Mais gageons qu'elle aurait toutefois été mieux acceptée que le terme pseudo-hiéroglyphe que l'on rencontre quelquefois, nettement plus dévalorisant en ce qu'il sous-entend une intention de tricherie et de malhonnêteté. Aux yeux des érudits de la Renaissance, l'idée d'une possible confusion ne pouvait évidemment faire sens. En réalité, ceux qui composaient des inscriptions à l'aide de caractères figuratifs inventaient des emblèmes ou concevaient de manière générale toutes sortes de compositions imagées à contenu symbolique, qualifiaient unanimement, sans l'ombre d'une hésitation, leur production de hiéroglyphique. Convaincus d'avoir retrouvé, sinon la lettre, du moins l'esprit des hiérogrammates de la vallée du Nil. Alors, j'ai choisi, comme vous pouvez le voir, d'organiser chaque leçon, chaque conférence autour d'un monument remarquable qui me servira en quelque sorte de totem, qui symbolisera de manière visible un aspect de la culture des néo-hiéroglyphes que je souhaite examiner ici avec vous. Car, il ne faut pas s'y tromper, il s'agit bien, n'en déplaise à Marcille Ficin, Alberti, Erasme, Geoffrey Tory, Nostradamus ou encore Jean Martin, de toute autre chose qu'une renaissance des hiéroglyphes antiques, même si par certains aspects, et j'aurai à y revenir, la culture néo-hiéroglyphique renoue, sans le savoir évidemment, avec des éléments présents dans la culture pharaonique la plus authentique. La naissance officielle des néo-hiéroglyphes peut être fixée à la toute fin du XVe siècle, en 1499 plus précisément, quand Aldo Manucci fit paraître sous ses presses à Venise l'Hypnerotomachi Apolli Fili de Francesco Colonna. Cette édition, que l'on a parfois qualifiée non sans raison de plus beau livre de la Renaissance, notamment en raison des nombreuses gravures qu'elle renferme, reste baignée d'un certain mystère. D'après ce que l'on croit savoir, la gestation en fut assez longue, s'étendant peut-être sur une trentaine d'années, et a d'ailleurs probablement un délai important entre le moment où l'œuvre a été terminée et le moment où elle a été publiée. Ensuite,
Si le nom de l'auteur ne fait guère débat, Francesco Colonna, son identité, en revanche, a suscité quelques polémiques chez les spécialistes de l'œuvre. On s'en tiendra ici à l'avis généralement exprimé. Francesco Colonna serait un prêtre dominicain ayant vécu à Venise. Les éléments à l'appui de l'hypothèse d'en faire un patricien romain, hypothèse qui est loin d'être farfelue, semblent insuffisamment fondées pour emporter l'adhésion. Au demeurant, si la question revêt quelque importance pour l'histoire des idées dans la seconde moitié du Quattrocento, elle n'a que peu d'intérêt pour le sujet dont nous avons à discuter aujourd'hui. L'auteur, on le sait, propose au lecteur une promenade onirique au cours de laquelle le héros, Polyphile, en quête de sa bien-aimée, Polia, découvre des monuments dans le style antique, généralement romain, mais aussi égyptien. Polyphile trouve ainsi sur son chemin des pyramides et des obélisques. La distinction d'ailleurs entre les deux types de monuments n'étant pas généralement faite, en tout cas n'était pas très claire à l'époque. Ces derniers, et surtout les obélisques, lui paraissent porteurs d'une valeur symbolique remarquable. Loin d'être des témoins muets, de nombreux monuments sont en effet accompagnés d'une inscription de quelques lignes que le héros identifie immédiatement comme des hiéroglyphes et qu'il se met en devoir de traduire sur le champ sans la moindre hésitation. Voici ici à l'écran la première, tiens, il y a une diapo, voilà, la première des inscriptions hiéroglyphiques de l'hypnérotomachia. Comme nous allons nous en convaincre définitivement dans un instant, ce que vous voyez ne ressemble en rien, même de très loin, à des hiéroglyphes égyptiens. Toutefois, sur un plan strictement sémiotique, ces trois lignes ont tout ce qu'il faut pour faire penser à un système d'écriture. Tout d'abord, la disposition en ligne, qui est nettement marquée, est une première indication. Ensuite, les figures ont été recalibrées de manière à figurer harmonieusement dans la composition. Elles ont donc des proportions différentes. Le dauphin à la troisième ligne, la semelle que vous avez ici à la seconde ligne et les différents éléments de vaisselle que vous avez à la première ligne ont la même taille. C'est un point de convergence avec l'écriture hiéroglyphique où les signes, par exemple de l'éléphant, de la pyramide, du grain de sable ou de l'homme assis, ont la même taille. Je vous ai remis ici un extrait d'une stèle conservée au Louvre, la stèle C1. Je suis désolé de voir que les hiéroglyphes sont légèrement pixelisés, mais il n'y en aura pas beaucoup dans mon exposé, soyez rassurés. Donc, sur cet extrait de la stèle du Louvre, vous voyez, en partant de la droite pour respecter l'ordre de lecture des hiéroglyphes, un crocodile, une hirondelle, une femme assise, un visage humain, et vous voyez que tous ces signes ont été redimensionnés pour s'insérer harmonieusement dans une ligne d'écriture. La manière dont les textes hiéroglyphiques ont été composés fera l'objet de la troisième conférence, dans laquelle je vous confierai d'ailleurs à un exercice pratique, le déchiffrement d'une inscription pour laquelle la traduction ne nous est pas parvenue. Très heureusement, les hiérogrammates de la Renaissance, si on peut oser cette appellation, ont souvent livré la traduction de leur composition. Une observation qui saute immédiatement aux yeux est que les inscriptions néo-hiéroglyphiques sont toujours très courtes, dépassant rarement une vingtaine de signes, ce qui est peut-être la démonstration de leur côté artificiel et finalement très peu fonctionnel. Mais nous aurons l'occasion, là aussi, d'y revenir. Les signes qui servent à composer les inscriptions néo-hiéroglyphiques empruntent beaucoup aux réalia de l'époque, que ce soit le mobilier, les ustensiles ou différents types d'outillage, mais aussi au bestiaire, un lien important qui fait la liaison avec des pratiques séculaires remontant à l'Antiquité classique et qui fleurirent au cours du Moyen Âge. Sinon, les signes n'entretiennent aucune parenté avec le répertoire égyptien, et pour fixer les idées, et nous n'y reviendrons plus, je vous montre deux spécimens un peu pris au hasard, mais quand même dans l'épigraphie du Moyen Empire, deux stèles qui se trouvent à nouveau au musée du Louvre. Si les inscriptions néo-hiéroglyphiques sont généralement disposées en ligne, et je vous montre
Ce manuscrit est en général peu connu, c'est un manuscrit d'un certain Alberici, nous aurons là aussi à y revenir, et vous voyez que certaines des compositions sont extravagantes pour dire le moins. Ça provient d'un pressbook publicitaire qui avait donc été composé par Alberici au tout début du XVIe siècle. Mais on trouve parfois aussi des inscriptions en colonne, même si c'est beaucoup plus rare, comme on peut par exemple le voir sur la planche que vous avez ici tirée de l'ouvrage d'Androuet du Cerceau, le livre des édifices antiques romains, publié en 1584 à Paris. Il s'agit en fait d'une reconstitution de l'obélisque qui se dressait à Rome sur l'île Tibérine, en face du temple d'Esculape, un monument curieux qui, en dehors de sa forme, n'avait rien d'égyptien, mais dont les symboles, disposés dans des cases, vous voyez qu'il y a à chaque fois des cases qui rythment et qui scandent l'inscription, organisées donc verticalement, mais ces inscriptions, on doit les considérer plus comme un index pointant vers la culture pharaonique. Le bloc que vous avez ici en bas, enfin au milieu, à gauche de l'écran, qui est souvent reproduit et qui sera utilisé notamment par Athanas Kircher, est un des rares rescapés du monument. Cette disposition a peut-être inspiré l'obélisque dressé pour la joyeuse entrée d'Henri IV à Rouen en 1595, dont on possède une reproduction dans l'ouvrage de Raphaël du Petit-Val relatant la cérémonie paru à Rouen en 1599. On en trouve aussi une application outre-Manche sur le monument funéraire d'Edward Seymour à Salisbury, ce qui en fait un des rares témoins tardifs de surcroît de la mode néo-hiéroglyphique en Angleterre. Rare, effectivement, puisqu'un siècle plus tôt, Filippo Alberici avait essayé, mais apparemment en vain, de convaincre la noblesse anglaise de lui acheter des inscriptions dans ce nouveau médium, raison pour laquelle il s'était confectionné un répertoire, un glossaire en quelque sorte, dans lequel il expliquait dans un texte relativement court, la portée des symboles qu'il entendait mobiliser ensuite dans les quelques inscriptions qu'il propose ensuite à ses clients potentiels. Alors, on y reviendra dans une prochaine conférence, mais vous voyez la différence qui existe entre le détail et le soin qui est apporté aux signes dans la partie glossaire qui ouvre l'ouvrage et la stylisation qu'il y a ensuite dans les inscriptions, avec notamment le rejet de la polychromie au profit d'une monochromie, la couleur pouvant varier suivant les inscriptions, et aussi une simplification dans les détails. L'ouvrage, le manuscrit, est pour l'instant conservé à la British Library. La publication du songe de Polyphile en 1499, lança la mode des néo-hiéroglyphes en Europe. D'abord timidement, car le songe est une œuvre difficile, rédigée dans une langue composite, inventive, qui devait probablement en rebuter plus d'un. Ce sont les traductions en langue moderne, d'abord en italien en 1545, mais surtout en français, qui assurèrent le succès de l'œuvre. La version française est due en partie à Jean Martin. Elle paraît à Paris en 1546 et connaît deux rééditions plutôt à succès en 1554 et 1561. Martin était un humaniste de la première moitié du XVIe siècle, décédé en 1553. On lui doit des traductions d'ouvrages qui, d'une manière ou d'une autre, contribuèrent à diffuser dans le public une certaine image de l'Égypte. Outre la traduction du Polyphile à laquelle il participa, on lui doit peut-être, mais quelques doutes pèsent aujourd'hui là-dessus, la traduction française en 1543 chez le même éditeur, donc Jacques Kerver, des Hieroglyphica de Rapelon, mais on y reviendra du pseudo-Rapelon, je ne voudrais pas que Jean-Luc attrape une attaque ici au premier rang, un texte d'une importance majeure pour notre sujet. Il est également l'auteur d'un livret de l'entrée solennelle du roi Henri II, ici à Paris en 1549, pour laquelle, entre autres monuments éphémères dressés pour l'occasion, on pouvait voir un rhinocéros supportant
un obélisque. Alors, à mi-hauteur, gravé sur une plaque quadrangulaire, et je vous en donne ici un agrandissement, se trouve une inscription néo-hiéroglyphique. Cette étrange composition est directement inspirée d'un épisode du songe de Polyphile que vous avez à droite de l'écran, si ce n'est que l'éléphant a laissé la place à un rhinocéros. Cette substitution est certainement l'une des conséquences de la rivalité dans laquelle on avait placé les deux mastodontes pour déterminer lequel aurait le droit au titre de roi des animaux. Cette curieuse compétition s'était jouée à Lisbonne quelques années plus tôt, sous le règne de Manuel Ier. Ayant reçu un rhinocéros indien, donc à une corne, en cadeau, le roi le mit face à l'un des éléphants de sa ménagerie. Comme les auteurs antiques prétendaient que les deux animaux étaient des ennemis réciproques, on voulait savoir ce qu'il adviendrait de la confrontation. Mais effrayé par le public, l'éléphant partit immédiatement se réfugier et le rhinocéros fut déclaré vainqueur. Cette anecdote pourrait donc expliquer pourquoi le rhinocéros reçut le privilège de supporter l'obélisque royal dans la composition de Jean Martin. On peut voir que le rhinocéros d'Henri II est la copie conforme, tout à fait conforme, du rhinocéros de Dürer, exécuté, lui, en 1515, donc un petit peu après la compétition portugaise à laquelle je faisais allusion, et qui restera le modèle de tous les rhinocéros pendant plus de 150 ans, puisqu'il faut attendre le début du XVIIIe siècle pour qu'un nouveau rhinocéros foule à nouveau le sol de notre continent. On remarquera au passage que Dürer a travaillé à partir de croquis et de notes, et le résultat, je trouve, n'est quand même pas si mal que ça, puisque Dürer n'a jamais eu l'occasion, évidemment, de voir le rhinocéros en chair et en os. En revanche, un siècle plus tard, quand il fallut trouver un mode de présentation pour un obélisque récemment découvert dans les fouilles du Champ de Mars, l'éléphant était revenu en grâce. C'est l'obélisque que l'on peut voir aujourd'hui, Piazza della Minerva, à Rome. Vous avez une reproduction à droite de l'écran, donc on est là en 1667. Cette composition de l'obélisque à l'éléphant romain est le fruit de la collaboration entre le Bernin et le père Athanasius Kircher, dont c'est la première apparition dans ses conférences. Les deux compères avaient déjà œuvré de concert pour l'aménagement du centre de la Piazza Navona, appelé alors Piazza Agonale, lors de l'édification de la fondation des 4 fleuves supportant l'obélisque Pamphile, et là nous sommes en 1651. On notera pour finir que le rhinocéros et l'éléphant sont traités dans le même chapitre des Hieroglyphica de Valeriano. Vous avez donc ici, à gauche, vous l'aurez reconnu évidemment, la fontaine des 4 fleuves du Haut-Bernin, avec l'obélisque au-dessus, l'obélisque Pamphile, du nom de la famille du pape qui avait son palais, pas tout à fait en face, un petit peu sur la gauche quand vous regardez l'obélisque de face, qui est aujourd'hui l'ambassade du Brésil, si je ne me trompe, et vous avez à droite le frontispice de l'édition de l'obélisque Pamphile par Kircher. Rien que le commentaire de l'allégorie de ce frontispice pourrait allègrement nous tenir en haleine pendant 2 bonnes heures. Mais rassurez-vous, je ne ferai pas ça aujourd'hui, ni d'ailleurs un autre jour. Alors que les discussions philosophiques sur la nature des hiéroglyphes égyptiens ont largement occupé les humanistes du Quattrocento en Italie, la production de néo-hiéroglyphes est pour l'essentiel groupée sur le siècle suivant. Alors, le schéma que vous avez maintenant sous les yeux, et que certains d'entre vous pourraient peut-être trouver un peu dense, reprend les étapes essentielles de la culture des hiéroglyphes à la Renaissance. Il y a beaucoup d'informations sur ce tableau et nous aurons l'occasion de vous en convaincre au cours de cet exposé, mais aussi des exposés suivants. J'adore les tableaux et les schémas, je ne peux pas m'en empêcher. Et donc j'ai fait figurer ici quelques points de repère, comme
réinstallation des obélisques, mais là on est tout à fait déjà à droite du tableau. La succession des occupants au trône de Saint-Pierre, ça c'est tout au-dessus. Les principales productions hiéroglyphiques selon évidemment les critères de la Renaissance, c'est-à-dire les inscriptions hiéroglyphiques, mais aussi les principales éditions de livres d'emblèmes et d'imprésés, les ouvrages aussi de théoriciens, les albums des monuments antiques et même quelques ouvrages de sciences occultes qui ont fait quelques places à la réception des hiéroglyphes, comme par exemple la Monas Hieroglyphica de John Dee, paru en 1564. Mais ce qui va nous intéresser ici beaucoup plus précisément, ce sont les différents monuments, que ce soit des monuments imprimés ou des monuments en 3 dimensions, qui ont fait la part belle aux inscriptions néo-hiéroglyphiques et qui sont repérées ici dans ce rectangle en pointillé. Cette première partie du tableau donne le détail pour le XVe et le XVIe siècle. Comme je l'ai déjà souligné, le coup d'envoi véritablement de la production des hiéroglyphes date de la fin du XVe siècle. L'activité est ensuite assez soutenue. Vous le voyez ici vraiment au milieu du XVIe siècle. Et puis les témoins, du moins ce qui nous est parvenu dans le corpus documentaire, ça va un peu en s'affaiblissant, en s'essoufflant à la fin du siècle. Et quand on passe alors au siècle suivant, vous voyez que là, il y a vraiment très très peu de monuments que l'on peut encore qualifier de néo-hiéroglyphes. Le dernier qui a véritablement une inscription néo-hiéroglyphe, c'est une inscription commémorative qui fut réalisée en 1603. Vous voyez, on est vraiment là tout au début du XVIIe siècle pour les obsèques du peintre Agostino Carracci à Bologne. L'inscription qui constitue la dernière dédicace de l'Oedipus Aegyptiacus, nous sommes ici, de Kircher, là on est en 1652, et elle d'une toute autre nature, et elle servira de point pivot, de totem, si vous voulez, pour la dernière conférence. La question à laquelle je voudrais tenter d'apporter une réponse ici est double, en ce sens que la seconde interroge dans les mêmes termes la réponse donnée à la première question. Le premier volet, qui a déjà fait l'objet de plusieurs travaux, concerne essentiellement le XVe siècle. Il s'agit de voir comment une œuvre comme le Polyphile a pu voir le jour dans l'Italie du Quattrocento. Ensuite, je voudrais montrer que l'engouement pour une manière hiéroglyphique de s'exprimer au XVe siècle a lui-même été facilité par une tradition finalement ininterrompue depuis la fin de l'Antiquité et durant tout le Moyen-Âge. Une tradition qui accordait une grande importance aux moyens d'expression symbolique en dehors du champ linguistique, où le bestiaire notamment jouait un rôle de premier plan. Pour que les hiéroglyphes, les néo-hiéroglyphes plutôt, puissent voir le jour, 2 types d'ingrédients étaient nécessaires. Il fallait tout d'abord une théorie sémiotique de l'écriture, et il fallait ensuite un corpus iconographique qui puisse servir de répertoire. Même si ce n'est pas historiquement le premier manuscrit connu de Rapolon en Europe, arriva en 1422 à Florence un manuscrit grec contenant la vie d'Apollonius de Tyane, de Philostrate, l'Institutio Physica de Proclus et des Hieroglyphica attribués à un certain Apollon. Le manuscrit avait été acheté 3 ans plus tôt par le père Cristoforo Bodelmonti sur l'île d'Andros. Même si des copies du manuscrit furent réalisées assez tôt, la diffusion du texte demeura confidentielle durant tout le XVe siècle, peut-être en partie à cause de sa difficulté même. Il faut en effet attendre 1505 pour en voir apparaître la première édition sans traduction, noyée au milieu d'autres œuvres émanant de fabulistes, sans doute parce que l'Hieroglyphica donne l'impression de parler par image, et 1518 pour la première traduction latine. Il en existait toutefois des traductions partielles dès le XVe siècle, et le texte fut rapidement considéré comme une source majeure pour comprendre le fonctionnement des hiéroglyphes.
Avant d'aller plus loin dans l'exposé, une précaution s'impose, ou plutôt une précision, sur le nom de l'auteur des Hieroglyphica. Mais Jean-Luc Fournet a déjà un peu défloré le sujet. Le nom de Rapelon peut être assez bien cerné, notamment grâce aux sources byzantines, mais aussi par l'intermédiaire de sources documentaires légèrement postérieures à la période de son activité. Je vous renvoie pour le détail à des études de Jean-Luc Fournet. C'était un grammairien et philosophe, originaire de Phénébitis, dans le nome de Panopolis, et ayant exercé ses talents à Alexandrie dans le dernier quart du Ve siècle de notre ère. Il était aussi connu pour ses positions en faveur de la culture païenne, s'opposant parfois de manière virulente aux chrétiens. Vous aurez noté, si vous êtes attentif, mais je sais que vous l'êtes, que j'ai indiqué comme auteur des Hieroglyphica pseudo-Eurapelon et non Eurapelon. En effet, en dépit de l'attribution figurant sur le titre du manuscrit, des doutes sérieux pèsent aujourd'hui sur l'identification de l'Eurapelon historique avec le rédacteur, ou plutôt le compilateur des Hieroglyphica, et je renvoie à nouveau aux travaux de Jean-Luc Fournet et au colloque, il l'a rappelé, qu'il avait organisé ici même en 2018, c'est ça, et dont les actes ont paru dans la foulée en 2021. C'est bien ça. Il est en effet très probable que le texte transmis par le manuscrit ramené par Bodalmonte soit l'œuvre d'un compilateur tardif, ayant utilisé plusieurs sources, au nombre desquelles il faut sans doute compter Cai Raymond, le hiérogrammate du 1er siècle de notre ère, précepteur pour un temps du futur empereur Néron, et dont quelques notices nous ont été transmises de manière indirecte. Mais pour les humanistes du XVe siècle, la question ne se posait évidemment pas. Et c'est leur point de vue qui doit nous intéresser ici. Ils avaient en main un texte qui provenait, semble-t-il, en ligne droite de la tradition égyptienne et qui offrait, semble-t-il, une clé pour comprendre le fonctionnement des hiéroglyphes. Les notices des Hieroglyphica complétaient en effet ce qu'on pouvait connaître par les quelques commentaires laissés par les auteurs classiques et chrétiens aussi, comme Clément d'Alexandrie. Je vous avais dit que j'aimais bien les tableaux. Il fallut toutefois attendre la seconde moitié du XVe siècle pour que ces textes soient accessibles en édition, ce qui explique peut-être aussi le délai avant la publication princeps des Hieroglyphica. Les 5 premiers livres de Diodore furent en effet édités en 1449, donc on est vraiment au milieu du siècle. Amiens Marcellin, 1474 pour les 26 premiers livres, Plotin, 1492, Jean Blic, 1497. Quant à Clément d'Alexandrie, il ne fut véritablement diffusé en Occident qu'au XVIe siècle, même si le meilleur manuscrit se trouvait déjà à Florence vers 1490. Quant à Cai Raymond, il dépend notamment de l'édition du commentaire de l'Iliade de Tchétchès, qui ne fut disponible qu'au XVIe siècle. Le texte des Hieroglyphica allait assez naturellement s'insérer dans une tradition platonicienne sur les théories de la langue et de l'écriture que les humanistes étaient en train de redécouvrir. Un tableau comme celui-ci, vous en doutez, mériterait de plus longs développements. Vous voyez donc que j'ai fait figurer ici, il y a 3 séries en quelque sorte, il y a 3 registres, les sources proprement iconographiques comme les sphinx de Nectanebo, la Mensa Isiaca, mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, qui sont finalement à l'origine d'un courant qui se développera notamment au XVIIIe siècle, qu'on pourrait appeler le courant antiquaire. Et puis alors, il y a des sources iconographiques locales, italiennes, romaines pour la plupart, qui vont alimenter notamment des ouvrages comme l'Hypnerotomachia. Il y a alors ce qui va permettre alors de fonder une théorie sémiotique de l'écriture des hiéroglyphes, et ce sont essentiellement les témoignages des auteurs classiques, pour la plupart des auteurs néoplatoniciens, qui vont contribuer à forger le sentiment des hommes de la Renaissance sur ce que
étaient finalement les hiéroglyphes égyptiens, et c'est dans ce courant que s'inscrit les hiéroglyphica du pseudo-Eurapollon. Alors, quels sont les liens, les influences que peuvent avoir et exercer ces auteurs, très certainement, mais plus directement les hiéroglyphica du pseudo-Eurapollon sur la composition de Colonna? Bon, ça reste encore un objet de discussion. Il semble bien qu'il n'y ait pas eu d'influence directe, mais on est quand même dans un milieu intellectuel relativement fermé, en ce sens que les humanistes et les artistes se fréquentent, que ce soit à Florence, à Venise ou à Rome, et il y a très naturellement des échanges qui ont dû se produire. Un dernier retour sur le texte des hiéroglyphica, simplement ici pour illustrer le fait que des traductions partielles existaient déjà dès le XVe siècle, comme celle de Valla, sur laquelle a travaillé récemment Stéphane Rollet, qui était aussi un des participants au colloque dont il a déjà été question précédemment. Pour les humanistes, suivis par les artistes, l'écriture hiéroglyphique était constituée d'un ensemble de symboles qu'il s'agissait de pouvoir interpréter et ensuite d'assembler pour les transposer dans une langue naturelle, ce que Michel Psellos, au XIe siècle, avait lapidairement résumé par la formule « panta symbolica », tout est symbolique. Les auteurs classiques, qui s'étaient laissés aller à donner quelques exemples d'hiéroglyphes, établissaient de fait une équivalence entre un motif, tiré du monde animal ou végétal, ou reproduisant un être humain ou une partie du corps humain, ou encore dépeignant une activité humaine, donc entre un motif et une signification. Le plus souvent, il donne un lien, une explication du lien sémiotique entre le signifiant et le signifié. En voici un exemple souvent reproduit, qui est tiré d'un passage de Diodore de Sicile. On est au livre 3 et je suis la traduction paru dans la collection des universités de France, vulgo les belles lettres de Baumelard. Ce n'est pas en effet, dit Diodore, l'agencement des syllabes qui, dans leur écriture, rend l'idée à exprimer, mais une signification symbolique attachée aux objets qui sont copiés et une transposition imprimée dans la mémoire par un long exercice. Ainsi, en accordant une attention minutieuse aux significations symboliques présentes dans chaque objet et en exerçant leurs esprits par une pratique et une mémorisation de longue durée, ils lisent d'affilée tout ce qui est écrit. Et c'est exactement ce schéma que l'on retrouve dans les hiéroglyphica. En voici un exemple. Voulant représenter l'idée d'ouvrir, ils peignent un lièvre parce que cet animal a toujours les yeux ouverts. Et j'aurai l'occasion de commenter un peu plus tard cet extrait du pseudo-Eurapollon. On était donc, à nouveau dans l'esprit des gens de la Renaissance, on était donc apparemment sur un terrain extrêmement solide. Deux observations sont ici nécessaires parce qu'elles se révèlent lourdes de conséquences. Tout d'abord, pas plus les auteurs classiques que le compilateur des hiéroglyphica n'établissent le moindre lien entre un signe hiéroglyphique et un mot du lexique égyptien auquel serait nécessairement associé un contenu phonétique, ce qui est au fondement même de l'écriture hiéroglyphique. Il s'agit pour les gens de la Renaissance, tout au contraire, de symboles, qu'il n'est donc pas question de traduire, mais plutôt de gloser, d'interpréter, chacun étant libre de le faire dans sa propre langue et avec ses propres mots. On s'est beaucoup inquiété de ce qui était traité dans les hiéroglyphica sans finalement trop remarquer ce dont les hiéroglyphica ne parlent pas. En effet, le texte ne s'intéresse qu'aux signes ayant une valeur sémantique, c'est-à-dire les logogrammes, et dans une moindre mesure aux classificateurs. En revanche, les phonogrammes sont totalement absents. On ne trouvera donc aucune notice qui dirait par exemple, quand les Égyptiens veulent écrire le son M, ils dessinent une chouette.
À l'intérieur de la première catégorie, l'intérêt d'Eurapollon ne semble pas se porter vers les signes posant un lien immédiatement évident entre le signifiant et le signifié. À nouveau, pour paraphraser une formulation eurapollinienne, pas de notice qui dirait par exemple, quand les Égyptiens veulent écrire le mot éléphant, ils dessinent un éléphant. Eurapollon centre donc son exposé sur les deux dernières catégories d'hiéroglyphes décrites par Clément d'Alexandrie, c'est-à-dire les hiéroglyphes qui sont exprimés à la façon métaphorique et à la façon allégorisante. Le tableau que vous pouvez maintenant voir à l'écran est une mise en forme conjecturale de l'exposé fait par Clément d'Alexandrie, dont je vous reproduis le passage important dans le cadre en bas à gauche. Si l'on comprend bien le texte, mais à nouveau il a été abondamment glosé et commenté, Clément, ou peut-être plus probablement sa source, semble reconnaître l'existence à l'intérieur de l'écriture hiéroglyphique de caractères phonétiques, ce qu'il appelle les signes exprimant les choses au propre, curiologique, au moyen des lettres primaires, diatone, protone, stoicheon. À côté se trouvent les caractères symboliques, qui se subdivisent à nouveau en symboles primaires, curiologiques, et ceux qui ont un lien direct, donc ce sont ceux qui ont un lien direct, et ceux pour lesquels le lien est moins immédiat, et il distingue alors deux catégories, la catégorie métaphorique, et alors une troisième espèce dont il dit qu'elle est franchement allégorisante parce qu'elle fait appel à certaines énigmes. Autre observation, les sources anciennes ne transmettent aucun dessin d'hiéroglyphe, que ce soit les différents auteurs classiques dont j'ai eu l'occasion d'évoquer les ouvrages il y a un moment, mais c'est vrai aussi du traité des Hieroglyphica d'Eurapollon, dont vous voyez ici l'illustration de la première page du manuscrit. Vous voyez que si ce n'est un blanc occasionnel pour séparer les rubriques, il n'y a aucun dessin et encore moins un seul hiéroglyphe. Et c'est ici que se pose la question du répertoire. Les hommes de la Renaissance se sont assez facilement convaincus qu'ils avaient tout ce qui était nécessaire pour comprendre le fonctionnement de l'écriture hiéroglyphique. Encore fallait-il savoir à quoi cette connaissance allait bien pouvoir servir. On aurait pu en effet naïvement penser que leur premier souci aurait été de déchiffrer des inscriptions hiéroglyphiques. Il y avait, en quantité réduite il est vrai, quelques monuments égyptiens visibles dans la Rome du XVe siècle. Les plus connus étaient certainement les sphinx de Nectanebo, sur la base desquels courait une inscription. Des copies assez fidèles, ma foi, en circulaient, comme celle réalisée par Michele Fabrizio Ferrarini vers 1480. Les fameux sphinx et leurs inscriptions ont aussi inspiré les artistes qui décorèrent le Palazzo Te, c'est dans la Loggia des Muses, nous sommes à Mantoue, vers 1530. Si l'emplacement de plusieurs obélisques avait bien été identifié dès le XVe siècle, il faut attendre la fin du siècle suivant pour les premières campagnes de restauration sous le pontificat de Sixte Quint, qui a eu un pontificat extrêmement court de 5 ou 6 ans, mais durant son pontificat, 4 obélisques furent redressés, à commencer par celui du Vatican, qui malheureusement, pour notre propos, ne présente pas beaucoup d'intérêt, puisque, comme vous le savez, il est entièrement un épigraphe. La découverte de la Mensa Isiaca dans le premier quart du XVIe siècle ne changea pas la donne significativement. Je vous en propose ici une reproduction provenant du Thesaurus Hieroglyphicorum d'Hervar von Hohenburg, paru en 1610, un ouvrage important parce qu'il rassemblait tout ce qui passait alors pour être authentiquement égyptien.
Dans ce sens, c'est peut-être même préférable, puisque les signes hiéroglyphiques qui y figurent, même s'ils ont un rapport par leur forme avec des hiéroglyphes authentiquement égyptiens, vous voyez, ce sont les lignes d'hiéroglyphes qui courent ici sur les bandeaux et de temps en temps qui servent de légende aux différentes figures, aux différents personnages. Donc ces signes, pouvez vous en convaincre, ont un rapport par leur forme avec des hiéroglyphes authentiquement égyptiens, mais ils sont en fait ici purement décoratifs, indexicaux de l'Égypte ancienne, sans incarner de contenu linguistique. En réalité, les essais pour appliquer à des textes les équivalences données par les auteurs classiques et surtout les près de 180 notices des Hieroglyphica furent excessivement réduites. On citera ici peut-être un tout petit lexique que Cyriaque d'Ancône s'était confectionné à partir des Hieroglyphica pour préparer son voyage en Égypte, le troisième voyage entre 1435 et 1440. Donc on est bien avant la publication de Colonna et bien avant la publication des Hieroglyphica. Le célèbre découvreur releva, semble-t-il, quelques inscriptions en Égypte, dont il envoya une copie à Niccolò Niccoli, l'homme le plus capable, dit-il, de percer ce mystère, mais dont le décès, en 1437, signa la fin de l'entreprise. Il convient de relever ici la date assez haute, peu de temps après l'arrivée du manuscrit à Florence et bien avant l'activité de Marsile Ficin à la tête de l'Académie platonicienne et comme éditeur des œuvres de Platon et des néo-platoniciens. Ces tentatives de prendre les hiéroglyphes au sérieux ne durèrent donc pas. En réalité, la redécouverte des écrits de Platon et des auteurs plus tardifs, comme Plotin, comme Jamblique, poussèrent les humanistes à voir dans les hiéroglyphes tout autre chose qu'une écriture destinée à noter une langue naturelle. On connaît la position de Platon, relayée par l'école néoplatonicienne, selon laquelle la langue était vue comme un filtre indésirable, discordant et trompeur entre le monde des idées et la représentation que l'on pouvait s'en faire. La position des humanistes est assez bien conservée, me semble-t-il, et résumée dans cet extrait de Marsile Ficin. Pour exprimer les mystères divins, dit-il, les prêtres égyptiens n'utilisaient pas des caractères de lettres individuelles, mais des figures complètes de plantes, d'arbres ou d'animaux, puisque Dieu a manifestement la connaissance des choses, pas tant une réflexion à plusieurs facettes sur l'objet, donc pas une démarche analytique, mais une forme simple et consistante de la chose. Quand il dessine un serpent ailé avec la queue dans la bouche, l'Égyptien intègre tout le discours de ce genre par une seule figure consistante, et d'autres choses par des dessins similaires, comme le décrit Horus, qui était alors la manière d'appeler Horapollon. Et sur la droite de l'écran, vous avez la représentation de l'Ourobore telle qu'elle a été imaginée pour l'édition de Jacques Kerver de 1545. L'expression « accipe sensus dimite voces » accepte les significations et laisse tomber les sons, que j'ai choisi comme titre générique pour l'ensemble des conférences, résume, me semble-t-il, très bien la suprématie accordée à la communication directe par l'image, reflet direct des idées, sur l'expression linguistique nécessairement imparfaite, comme le montre d'ailleurs la diversité linguistique depuis la destruction de Babel, et Athanasius Kircher écrira d'ailleurs un ouvrage sur la tour de Babel, déplorant une fois de plus l'effet de dispersion que cet événement avait causé, notamment dans le monde chrétien. Érasme, sur lequel nous reviendrons la fois prochaine, dans la conférence suivante, a consacré quelques lignes aux hiéroglyphes à propos de son commentaire de la devise Festina Lente dans l'adage 1001, la devise Festina Lente que je commenterai plus en détail la fois prochaine. On appelle hiéroglyphes, dit-il, ces dessins énigmatiques si souvent utilisés dans les temps anciens, en particulier chez les prêtres et théologiens d'Égypte, qui pensaient qu'il était néfaste
d'exprimer les mystères de la sagesse dans une écriture ordinaire, en exposant, comme nous le faisons, à un public non initié. Ce qu'il pensait digne d'être su, il le notait, en dessinant des formes d'êtres animés ou de divers objets, de telle sorte qu'il était difficile pour le lecteur ordinaire de les déchiffrer. Il était nécessaire d'apprendre d'abord les propriétés de chaque objet et la force et la nature particulière de chaque créature, et seul l'homme qui en avait une connaissance approfondie pouvait interpréter les symboles et les assembler et ainsi résoudre l'énigme de leur signification. Qui plus est, ce type d'écriture n'est pas seulement d'une très grande dignité, mais offre un grand plaisir à celui qui, comme je l'ai dit, aura une connaissance profonde des propriétés des choses. On obtient ce résultat en partie par l'examen soigneux des choses et de leurs causes naturelles et en partie par une bonne connaissance des disciplines libérales. Plusieurs éléments intéressants se trouvent, je pense, dans cette citation. Ils ont été notés en rouge ici à l'écran. Je me contenterai de relever le côté énigmatique de l'écriture, son caractère secret, réservé aux initiés, la nécessité d'avoir une connaissance appropriée des choses de la nature, mais aussi le plaisir de comprendre cette écriture particulière, un élément souvent mis en avant dans les cultures, dans la culture hiéroglyphique à la Renaissance, où il était, c'est attesté par quelques sources, où il était de tradition de soumettre notamment dans des jeux de cours un nouvel emblème, une nouvelle inscription, et on ne voulait surtout pas que la solution en fût d'avance donnée, c'était vraiment un des plaisirs d'essayer de déchiffrer cette nouvelle énigme. Selon la théorie sémiotique élaborée par les humanistes, seul comptait le rapport entre le symbole et l'idée que celui-ci représentait. La forme du symbole, en revanche, n'avait pas d'importance. La preuve par défaut semble résider dans l'absence même de tout hiéroglyphe dans les notices transmises par les auteurs antiques et notamment dans le manuscrit des Hieroglyphica. Pour rappel, tous les hiéroglyphes figurant dans les éditions du XVIe siècle sont des compositions modernes. Alors, pour s'en convaincre, il suffit de comparer les hiéroglyphes conçus, par exemple, par Dürer pour l'édition de Pirkheimer, édition qui n'a jamais abouti, avec ceux de l'édition de Jacques Kerver. Et ici, vous avez une illustration de la notice du pseudo-Apollon, comment il démontrait celui qui compte les heures, et il prend garde que les Grecs appellent horoscope, et vous voyez comment, de manière ingénieuse, on a imaginé que la personne en charge de cela était en train d'avaler proprement un sablier. Les artistes, en revanche, franchirent une nouvelle étape. J'ai rappelé il y a un moment que les humanistes s'étaient bien gardés de s'attaquer au déchiffrement des hiéroglyphes égyptiens. Les artistes, en revanche, semblent avoir saisi le potentiel expressif de ce nouveau médium en créant leur propre composition hiéroglyphique. Ils avaient la théorie, ça les humanistes la leur donnaient, mais manquaient le répertoire. Ils puisèrent dans un répertoire en partie ancien, mais qui n'avait rien d'égyptien. Une des sources que l'on a notamment bien identifiées est la frise qui courait sur le fronton d'un temple de Vespasien sur le Forum romain, dont une suite de signes fut reproduite telle quelle par Colonna, puis par d'autres artistes. Ce répertoire romain, auquel contribua aussi la numismatique, et c'est un domaine peut-être qui n'a pas encore été suffisamment exploré pour essayer de retrouver l'inspiration de nombreux artistes à la Renaissance. La numismatique fournit un nombre de symboles et de représentations importants, et souvent avec une légende qui permettait donc d'associer, même s'il y a quelques variantes, mais qui permettait d'associer à une représentation un contenu symbolique. Et donc, ces pièces étaient d'une circulation aisée, elles étaient, on
commencé à constituer des collections dès le XVe siècle. Elles étaient facilement manipulables. On sait que beaucoup d'artistes, notamment Lambert Lombard, sur lequel je devrais revenir lors de la troisième conférence, a copié, mais d'autres avec lui, ont copié énormément de ces modèles numismatiques, et c'est un fond iconographique qui a très certainement servi pour la composition de nombre d'inscriptions néo-hiéroglyphiques. Et donc, vous voyez aussi que outre donc des motifs qui sont puisés dans l'Antiquité classique, je n'ai pas le temps ici de faire le lien pour chaque symbole, mais vous pouvez le faire aisément. Il y a aussi alors des éléments qui proviennent alors du monde contemporain dans lequel se trouvaient les hommes de la Renaissance et qui n'ont là, pour le coup, certainement rien d'égyptien. Je reprends ici l'inscription élaborée pour la joyeuse entrée d'Henri II en 1549. Regardons simplement la dernière ligne. Vous voyez un cerf qui, ma foi, a fort belle allure, qui n'a certainement rien d'égyptien. Vous avez ici un mors de cheval, vous avez un dauphin, peut-être les Égyptiens ont vu des dauphins, certainement même, mais ils n'en ont en tout cas pas utilisé dans le répertoire hiéroglyphique. Donc vous voyez que le répertoire dans lequel les artistes vont puiser est extraordinairement varié, et ils se sentaient d'autant plus libres de puiser là où ils pouvaient trouver leur bien qu'ils n'étaient pas tenus par ce rapport particulier qu'il peut y avoir entre des signes qui forment une écriture quand elle est liée à la notation d'une langue naturelle particulière. Si l'on voit relativement clair sur la manière dont les choses ont pu s'enchaîner au XVe siècle, on peut s'interroger sur les conditions qui avaient permis de fertiliser le terrain. Et c'est là, en effet, une question qui a été beaucoup moins explorée, beaucoup moins débattue. Or, l'expression d'une théorie sémiotique à la Renaissance faisant du symbole le moyen d'expression privilégié et supérieur à la parole dans sa relation au monde des idées, l'importance du bestiaire aussi, dans le répertoire symbolique, ne sont pas des inventions de la Renaissance. Elles puisent leurs racines dans l'Antiquité tardive et trouvèrent un relais important au Moyen-Âge, comme nous allons le voir. C'est ce que je vous propose de faire dans la seconde partie de mon exposé. Dans les Hieroglyphica, un compendium de la sagesse hiéroglyphique de la Renaissance, Valeriano expose comment Dieu s'est arrangé pour s'exprimer aux hommes de manière à se faire comprendre. Pas au début de l'ouvrage, on est à peu près in medias res au chapitre 29. Dieu, dit-il, n'a ni bouche ni langue pour parler. Il faut en effet comprendre que Dieu semble parler quand il souffle quelque chose dans le cœur des saints et des prophètes, ou quand, par sa divine inspiration, il porte le son d'une voix à leurs oreilles. Car si ce qu'on appelle la voix humaine consiste à frapper l'air, on peut aussi dire que la voix de Dieu consiste à frapper l'air par la force et la volonté divine. Alors, l'âme, illuminée par le souffle divin, prend la forme de mots. C'est ainsi qu'on peut dire que Dieu parle aux hommes, parce que la faiblesse humaine ne peut entendre parler de Dieu autrement. De tels concepts, dont les prémices remontent à Platon, étaient fermement ancrés dans la théologie médiévale. 4 points méritent d'être examinés ici. D'abord, l'importance de la sagesse symbolique pour arriver à une connaissance supérieure de la vérité éternelle. Ensuite, la propension à communiquer avec et par des images un contenu symbolique. L'importance des images symboliques ensuite. Et enfin, le statut de l'Égypte en tant que précurseur de la révélation chrétienne. Et on peut même ajouter un dernier élément qui est la diffusion de quelques traces, à vrai dire très très peu nombreuses, de hiéroglyphes égyptiens. Dans les débuts de la théologie chrétienne, il était largement admis que la vérité ne pouvait pas être entièrement expliquée par des mots, car le Créateur l'avait partiellement cachée, mais aussi révélée dans sa création.
les écrits d'un pseudo, il y a beaucoup de pseudos malheureusement dans nos sources, d'un pseudo Denis Aréopagites, on est au VIe siècle de notre ère, ont exercé une grande influence à cet égard en mettant en avant le concept de théologie symbolique. Selon Denis, le pouvoir des mots était en effet limité. Il était cependant possible de se rapprocher du dessein divin en appliquant les préceptes de la théologie symbolique qui s'appuyait sur des images, en ce compris des formes de discours comme les allégories. L'enseignement de Denis a été diffusé en Europe occidentale par Jean Scott-Érigène, qui proposa déjà une traduction des écrits de Denis, on est au IXe siècle. Elle eut ensuite une influence considérable et durable, d'abord sur Albert le Grand, on est au XIIIe siècle, et ensuite son élève Thomas d'Aquin. Dans son commentaire, Albert soutient que les symboles sont de première importance, car ils sont code naturel, code naturalia, dit-il, avec notre expérience quotidienne. Il a résumé ça dans une formule extrêmement courte, per symbola ducimur in significationes, c'est-à-dire, à travers les symboles, nous sommes conduits vers les significations. Et cela rappelle la célèbre devise de Jean Blic, que je vous donne ici en latin, dimmite voces accipe sensus, je rappelle, rejette les sons plutôt, mais accueille les sens ou les significations, qui sera largement reprise et discutée à la Renaissance, on l'a vu, mais aussi plus tard par Athanasius Kircher. Donc c'est la partie gauche ici de l'écran. Dieu, selon Albert, ne communique pas avec ses créatures selon le genre ni selon l'espèce, mais en utilisant une analogie d'imitation. Communicat, dit-il, tamen quadam analogia imitationis. Je reviendrai dans un moment sur un texte d'Augustin où il commente les différents types de signes et qu'on peut mettre en relation d'une certaine manière avec le texte de Clément que nous avons déjà vu. Il me faudrait dire aussi un mot, si j'avais plus de temps, d'un passage d'une lettre de saint Paul, que vous avez ici tout au-dessus à l'écran, et du rôle de transmission joué par les étymologies d'Isidore de Séville, là on est au VIe siècle, un ouvrage extrêmement populaire durant tout le Moyen-Âge, puisqu'on a pas loin de 1000 témoins des étymologies d'Isidore, donc c'est un ouvrage qui a eu vraiment une très large diffusion. Dans le christianisme, les images, en tant que moyen efficace de transmission des idées, poursuivaient inconsciemment un mode de communication profondément enraciné dans la culture égyptienne antique. La transmission d'informations par des canaux indirects non linguistiques a été pratiquée très tôt dans les cercles chrétiens, comme en témoigne par exemple le symbole iotachi et bien sûr le célèbre symbole du poisson, ichthus en grec, dont les lettres donnaient l'initiale des mots Iesus Christos Theou Huios Soter, c'est-à-dire Jésus-Christ, Fils de Dieu et Sauveur. Cette manière oblique de communiquer, voire ici véritablement secrète, parce qu'il y avait quand même quelques précautions à prendre, aurait pu être facilement orapolonisée à nouveau avec une explication ad hoc du type « Quand ils veulent exprimer l'idée du Christ, ils dessinent un poisson parce que le Christ distribuait parfois du poisson à la foule affamée, faisant référence à l'épisode bien connu rapporté dans la Bible, c'est Jean 6, 5 à 14. D'autres figures populaires, comme le christogramme, le staurogramme, le chiro, furent rapidement soumises à des interprétations symboliques. En introduisant de nouvelles figures pour représenter le Christ et en les glosant d'un point de vue théologique, les premiers chrétiens étaient en fait très proches de l'esprit qui animait les hiérogrammates égyptiens antiques. L'enseignement d'Augustin et de Denis, et plus tard d'éminents théologiens du Moyen-Âge, se concentrait sur la manière d'interpréter les images textuelles bibliques de manière symbolique. Les symboles iconographiques, comme le christogramme et d'autres monogrammes, ou encore le poisson,
étaient, eux, liés à une certaine réalité linguistique, car il y avait une expression linguistique cachée, sous-jacente à tout le moins, qui pouvait être récupérée. C'est fondamentalement différent d'une autre catégorie importante de production écrite pour expliquer le sens symbolique de la nature, où sont notamment convoqués les plantes, les minéraux, mais surtout les animaux. Le physiologos et ses successeurs ultérieurs, les bestiaires, ont connu un succès ininterrompu et sans faille tout au cours du Moyen Âge. Cet ouvrage, qui a largement circulé dans les parties orientales et occidentales de l'Europe, trouve sa place dans notre discussion pour au moins 3 raisons. Tout d'abord, je vous ai dit que j'aimais bien les tableaux, il provient du même milieu intellectuel, les cercles alexandrins de la fin de l'Antiquité, que, par exemple, les hiéroglyphica de Cai Rémond et d'autres textes sur les écritures égyptiennes anciennes. Il y a une manière de raisonner, nous le verrons, assez similaire. Et enfin, ce qui est important, certaines versions du physiologos sont illustrées. Les relations entre le physiologos et d'autres textes traitant des sciences naturelles sont assez complexes. Le père Festugière avait déjà noté, il y a plus de 40 ans, en 1983, qu'il existe un fossé, voire un schisme, disait-il, entre le mode de pensée rationnel fondé par Aristote et ses successeurs immédiats d'une part, et une autre façon de conceptualiser le monde telle qu'elle se développe dans les cercles ésotériques. Alors que le premier groupe avait pour objectif ultime la découverte de lois universelles fondées sur l'observation directe sans aucune utilisation pratique immédiate, étymologiquement, c'est vraiment ce qu'on appelle une théoria, c'est-à-dire une contemplation. Le second recherchait plutôt l'exception, voire le redoutable, les taumasta, avec des applications immédiates pour être investi d'un pouvoir sur la nature, c'est par exemple le cas de l'alchimie, ou un pouvoir sur les corps humains, comme c'est le cas de la médecine et bien sûr de la magie. Donc dans ce schéma, c'est un essai de retracer les influences possibles entre différents courants de pensée, en partie indirects, en partie convergents, et c'est la différence entre les lignes pleines et les lignes en pointillés. Clément d'Alexandrie a probablement joué un rôle central dans la réception et la diffusion des hiéroglyphes refondus dans la philosophie néoplatonicienne. Il s'est en effet nourri des travaux d'hiérogrammates, comme Cai Rémond, dont on a déjà évoqué ici le nom. Ce matériel, dont seule une infime partie a survécu, a été utilisé par le ou les compilateurs byzantins qui ont produit les hiéroglyphica, mis sous le nom d'orapelon, et que j'ai ici placé, parce qu'il fallait bien les mettre quelque part, un peu arbitrairement, à la jointure des 9e et 10e siècles. Parmi les sources antiques, Clément est véritablement unique en ce qu'il a produit, ou peut-être produit, une classification théorique des signes hiéroglyphiques selon leurs usages et que je replace maintenant ici par commodité. Cette taxinomie, je vous l'avais promis, le voici, évoque un texte célèbre d'Augustin dans le De Doctrina Christiana, où il est traité des différents types de signes. Un signe, dit Augustin, est en effet une chose qui, en plus de l'impression qu'elle produit sur les sens, fait venir d'elle-même une autre idée à la pensée. Les signes naturels sont ceux qui, sans intention ni désir de signifier, font connaître d'eux-mêmes quelque chose d'autre en plus de ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, vous voyez ici les différents rapports que l'on peut assez facilement, me semble-t-il, établir entre les deux perceptions. Typiquement, les chapitres du Physiologus sont introduits par une citation de l'Ancien Testament dans laquelle un animal est mentionné. Le comportement caractéristique de l'animal est ensuite décrit, ce qu'on appelle ses phuseis. L'évocation de sa nature est ensuite suivie d'une appropriation allégorique de cette nature dans un contexte chrétien
et le récit se termine généralement par une citation du Nouveau Testament qui mentionne parfois l'animal, mais fait plus souvent appel à la signification spirituelle de l'histoire dans son ensemble. On a souvent été tenté de faire un lien direct entre le Physiologus et les listes de hiéroglyphes comme celle du pseudo-Eurapollon. Des parallèles peuvent bien sûr et doivent être faits entre les deux rédactions, mais cela ne doit pas occulter d'importantes différences formelles. En effet, et je vais prendre ici deux exemples, d'abord l'exemple du lion. L'exemple du lion qui est traité dans les deux textes. Les notices du Physiologus commencent par exposer comment un animal se comporte dans une situation donnée, puis élabore à partir de là un enseignement pour les chrétiens en produisant des similitudes par analogie. Cela contraste avec les hiéroglyphica qui établissent d'abord une équation entre un signe et une signification, suivie d'une explication qui, lorsqu'il s'agit d'entités naturelles comme des animaux ou des plantes, établit un lien avec un comportement ou une propriété caractéristique de cet animal ou de cette plante. Un trait commun aux deux ouvrages est l'absence de toute allusion à une éventuelle réalisation linguistique des images en question. Pour le Physiologus, évidemment, il ne pouvait en être autrement, puisque lui n'a pas la prétention de se présenter comme un lexique. En ce qui concerne les hiéroglyphica, en revanche, le chaînon manquant entre le signe iconique et son pendant lexical linguistique est tout à fait révélateur de la réception de l'écriture hiéroglyphique de l'Égypte ancienne par les auteurs classiques. Ce faisant, les hiéroglyphica ouvrirent la voie à d'éventuelles connexions entre les hiéroglyphes et d'autres supports de la pensée symbolique. Alors que les deux premières versions du Physiologus sont illustrées, les hiéroglyphica, je l'ai déjà souligné et rappelé plusieurs fois, ont été transmis sans aucun signe ou dessin hiéroglyphique. Les illustrations du Physiologus, puis des bestiaires plus tard, auxquels il faut ajouter la production artistique qui fleurit sous différentes formes dans les églises, dans les monastères médiévaux, notamment sur les animaux qui sont engagés dans différentes activités. Cette tradition a probablement eu une influence sur la réception des hiéroglyphica à la Renaissance, car elle a contribué à forger l'idée que ce qui était décrit dans ce traité n'étaient pas des signes linguistiques, mais des entités génériques, animaux, plantes, êtres humains, qui pouvaient par conséquent être transposées figurativement dans différentes formes, figures et attitudes qui convenaient le mieux au contexte, comme le montrent les éditions successives. Passons au signe de l'abeille, à nouveau avec une abeille un peu pixelisée, elle est en train de voler probablement. Ce symbole a été traité par différents auteurs appartenant à des sphères intellectuelles différentes, mais qui partagent une tradition commune. Dépendant d'une tradition proprement égyptienne, Ammien Marcellin établit une équation entre l'abeille et le concept, ce qui peut se vérifier aisément, confère l'hiéroglyphe flou en haut à droite de l'écran, mais il ajoute une explication qui n'est en rien fondée sur l'encyclopédie de l'Égypte ancienne. L'information est conservée telle qu'elle dans les hiéroglyphica du pseudo-Eurapollon. Il n'est pas impossible d'ailleurs que la source en l'espèce soit identique. Le Physiologus, lui, qui ne s'occupe pas du tout de l'Égypte pharaonique, se contente de noter que l'abeille est industrieuse. Plus tard, à la Renaissance, la littérature d'emblème, mais déjà avant la symbolique royale, reprend le motif de l'abeille tout en l'adaptant. J'ai reproduit ici une scène bien connue, admirable, représentant Louis XII partant punir la ville de Gênes. On est en plein milieu des guerres d'Italie, où on peut voir, je l'ai en effet un agrandissement, le motif de la ruche.
La représentation est d'ailleurs accompagnée d'une souscription qui fait un écho direct à la citation d'Ammien Marcellin, répétant que pour des sujets obéissants, le roi, il n'est pas besoin pour le roi d'utiliser un aiguillon. C'est donc tout à fait à mettre en relation avec le texte d'Ammien Marcellin. Et puis alors, un des derniers avatars, je passe sur les emblémata d'Alcia, un des derniers avatars peut-être du motif de l'abeille avec une symbolique royale, est à retrouver au Premier Empire. Vous avez ici le cartouche qui figure sur le frontispice du premier volume de la description de l'Égypte. Je crois que c'est vraiment tout en bas à droite sur le frontispice. Les traces reliant l'Égypte païenne à l'émergence du christianisme sont plutôt rares. L'épisode le mieux connu est évidemment la destruction du Sérapéum d'Alexandrie, instrumentalisé et popularisé pour l'instruction des croyants. C'est un des moments où une certaine connaissance de la langue et de l'écriture égyptienne antique refait surface, même si c'est d'une manière extrêmement anecdotique. Alors, l'épisode qui avait fortement impressionné est transmis par plusieurs auteurs. Ruffin d'Aquilée, d'abord, qui raconte comment l'évêque Théophile d'Alexandrie réussit à prendre d'assaut le sanctuaire emblématique de la religion ancestrale en 391, après s'être assuré de la neutralité, sinon de la bénédiction de l'empereur Théodose Ier. Selon une autre version, celle de Socrate le scolastique, qui diffère sur certains points du récit de Ruffin, des signes hiéroglyphiques en forme de croix apparurent lors de la destruction des murs du sanctuaire. Païens et chrétiens se disputèrent vivement sur l'origine et la signification de ces signes. Certains témoins instruits appartenant au premier groupe, qui pouvaient encore comprendre quelques hiéroglyphes parmi les plus communs, interprétèrent ces signes comme signifiant la vie qui allait advenir. D'autres participants ajoutèrent qu'après la révélation du signe de la croix, le temple serait détruit. En entendant cette histoire, plusieurs païens se convertirent immédiatement. L'histoire telle que rapportée par Socrate et Sozomen a toute l'allure évidemment de la prophétie post-eventum. S'il n'est pas impossible qu'il se soit encore trouvé des hiérogrammates suffisamment savants pour interpréter certains signes très courants ou de simples inscriptions répétitives, on peut difficilement ajouter du crédit à la découverte d'un texte écrit en hiéroglyphes qui annoncerait la destruction du temple après la révélation de la croix chrétienne. L'histoire du Sérapéum fut reprise bien plus tard par Marcille Ficin, qui y vit une preuve solide que l'Égypte antique avait eu une sorte de prescience de la venue du Christ. Ce schéma explicatif, connu sous le nom de Prisca Theologia, ou théologie primitive, dont l'objectif principal était de réconcilier l'histoire universelle, l'histoire mondiale, avec la Bible, fut déterminant dans l'appareil théologique de l'Église à la Renaissance. Elle sera reprise à maintes reprises par Athanasius Kircher au XVIIe siècle, qui en fera une pierre angulaire de ses théories générales sur la religion égyptienne antique et l'écriture hiéroglyphique. La récupération de motifs et de monuments égyptiens au profit du christianisme peut aussi être illustrée dès le IVe siècle par le projet de Constantin d'ériger un nouvel obélisque à Rome pour ses Vicennalia de 326. Dans les Institutiones, Lactance, qui, comme vous le savez, était très proche de l'empereur, avait établi un lien entre Hermès Trismégiste l'Égyptien et la préservation de l'enseignement adamique primitif mis à mal par Cham, l'un des fils de Noé, qui avait inauguré le polythéisme et le culte des animaux. L'enseignement d'Hermès avait été transmis dans le discours parfait, dont la version latine est conservée dans l'Asclépios, attribué à un pseudo-Tapulé. Selon Lactance, Hermès Trismégiste professait un monothéisme sans ambiguïté. C'est dans ce contexte qu'on a pu ériger à Rome un obélisque qui servirait de trait d'union entre le paganisme
et la nouvelle religion. En tant qu'emblème du soleil, l'obélisque était de surcroît considéré comme un signe de la toute-puissance de Dieu. Et la pointe du monolithe, pointée donc vers le ciel, était également une invitation à la contemplation des cieux, qui est un motif très cher à Lactance. J'en arrive maintenant à quelques mots de conclusion. Je voudrais, arriver au bout de cette première conférence, replacer la question de l'écriture hiéroglyphique dans un cadre plus général, de nature à comprendre la manière dont la langue et l'écriture étaient et sont encore parfois perçues. Et c'est mon dernier schéma, mon dernier tableau pour aujourd'hui. Il faut placer à l'aube des temps un univers immuable et stable, celui des idées, par exemple selon Platon, mais que l'on peut aussi appeler Dieu ou l'univers de l'un. Ce monde idéal n'est pas ou n'est plus directement accessible. On peut toutefois s'en faire une idée de manière médiatisée par les images, par l'écriture, par la parole. Ces trois vecteurs ne peuvent toutefois donner qu'une image déformée du monde des idées. Ce sont des voiles, des filtres, si vous préférez, qui ne laissent passer qu'une partie de la vérité. Avant l'invention de l'écriture, il n'y avait qu'une seule langue, la langue du paradis, celle où Adam donna aux choses les noms qui leur convenaient par essence. Et on peut retrouver quelques parallèles de cela dans d'autres cultures. Cette pureté de la langue fut définitivement perdue lors de la chute de Babel. Quant aux écritures, elles sont une déformation d'une déformation, puisqu'elles ne représentent qu'imparfaitement le langage. L'image, toutefois, a la capacité de lier l'intellectuel humain directement à un prototype. Par exemple, quand je vois l'image d'un chat, quelle que soit la langue qui est la mienne, je pense chat. Les écritures qui sont en partie ou totalement figuratives, comme les hiéroglyphes égyptiens, étaient donc censées être en communication pas immédiate, mais plus immédiate avec le monde des idées. La marche du temps ne peut donc que nous entraîner vers la dégradation, vers la fragmentation. Le monde sensible est le royaume, vous le voyez, du multiple, à l'opposé de l'unité des origines. Le retour vers l'unité primordiale, et c'est le sens un peu des deux flèches que vous avez à l'écran, le retour vers l'unité primordiale est toutefois possible en pratiquant pour chaque médium une technique adaptée. Pour la langue, ce sera l'étymologie, pour l'écriture, l'étymographie, pour les images, l'interprétation symbolique. Dès le XVIIe siècle, mais aussi à notre époque, on assistait à des tentatives pour retrouver l'unité perdue, que ce soit dans les recherches de Leibniz sur l'écriture universelle, avec des prolongements contemporains dans l'écriture Bliss, ou dans les tentatives nombreuses de créer une nouvelle langue universelle, la plus connue étant l'espéranto. Quant aux recherches confinant parfois à l'ésotérisme sur la symbolique des images, il s'agit d'une toute autre démarche appliquée, cette fois-ci aux images, pour aller au-delà de la surface du visible et retrouver l'essence des idées. Et il ne fait guère de doute, me semble-t-il, que les hiérogrammates se seraient retrouvés ici en terrain de connaissance. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si ça marche, oui. Oui. Mais merci Jean pour cette vraiment magistrale conférence où tu as même réussi à caser un papyrus, ce dont je te remercie, avec la chronique universelle. Alors, tu as à plusieurs reprises insisté sur le fait que les valeurs phonétiques des mots n'apparaissaient pas chez ces auteurs. Alors, il y a une ou deux exceptions. Il y a une ou deux exceptions, notamment... alors, Apollon cite des petites choses, mais enfin... Oui. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que même quand il cite ils n'en font rien valeurs, ils n'en font rien. Ils n'en font rien. Plutarque, dans son Isis et Osiris, dit, pour représenter Osiris, il donne l'étymologie. Un œil et un sceptre. Certains pensent que c'est parce que, en fait, os
veut dire nombreux et iri, œil, parce que Osiris, c'est celui qui... Mais en fait, il donne deux explications différentes. Une qui est purement hiéroglyphique et symbolique, et l'autre, en fait, qui est phonétique. Mais les deux ne concordent pas, puisque dans la seconde explication, le sceptre n'apparaît pas. Non. Donc c'est ça qui est incroyable, c'est cette incapacité à pouvoir faire entrer du phonétique dans les hiéroglyphes, et qui a probablement, je pense que c'est quelque chose sur lequel tu auras l'occasion de revenir plus tard, et ce qui a donné peut-être, ce qui a conduit à l'idée qu'en fait les Égyptiens avaient plusieurs écritures, une purement symbolique, les hiéroglyphes, et l'autre, alors c'est une idée qu'on voit apparaître au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, le démotique, éventuellement l'hiératique, même s'il ne faisait pas toujours la différence entre les deux, étaient des écritures alphabétiques et phonétiques. En fait, c'est déjà présent au XVIIe siècle. Donc, oui, c'est ce que je dis, ça oui, apparaît... Donc, pour Kircher, par exemple, Kircher, on en dira un mot évidemment à la dernière conférence, a beaucoup contribué, plus que de raison, à jeter l'égyptologie dans une impasse, mais il a quand même eu une intuition, c'est la position du copte. Donc il a quand même pu relativement bien ancrer le fait que le copte était le dernier avatar de la langue égyptienne. En tout cas, pour être plus précis, que le copte était lié à la langue égyptienne. Parce que précisément sur la relation chronologique, Kircher pensait que dès le début avait coexisté, c'est ce que tu disais, une écriture proprement symbolique qui ne se lisait pas, qui n'était pas du tout liée à une langue naturelle, et c'est non seulement noté avec des hiéroglyphes, mais sur des monuments particuliers. Il pense notamment que les obélisques sont des monuments de choix pour retrouver, pour inscrire un certain nombre de choses, et notamment les valeurs chrétiennes les plus fondamentales. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il va rejeter la traduction, du moins l'interprétation proposée dans l'ouvrage d'Amiens Marcellin, parce qu'il dit que ce n'est pas possible que les Égyptiens aient mis sur des obélisques des choses aussi futiles, aussi terre à terre que le nom des rois et leurs principales actions. Donc il rejette ça. Et il pense que dès le début, parce qu'il se rend quand même bien compte, il est peut-être fantasque, mais pas tout à fait stupide, il se rend bien compte que les Égyptiens parlaient quand même une langue et qu'ils avaient quand même bien besoin de communiquer. Et donc il pense que dès le départ, il y a une langue parlée, qu'on peut appeler l'égyptien, qui est transmise dans un médium qu'on peut appeler le copte, et ça dès la plus haute antiquité, et parallèlement l'écriture hiéroglyphique. Il a un peu hésité sur les rapports entre le copte et le grec, pensant que le grec dérivait du copte, et puis finalement, dans ses derniers ouvrages, il a fait machine arrière et il a remis les choses dans le bon ordre, du moins pour ce qui est de l'histoire des écritures. L'histoire de la langue, ça c'est encore une autre chose. Mais oui, donc ça c'est quelque chose. Et alors lui aussi, Kircher, à un moment donné, quand il traite du signe de l'eau, à un moment donné, il donne le bon signe hiéroglyphique, la petite vaguelette, et il dit que lorsqu'on l'a plusieurs fois, alors malheureusement, au lieu de le mettre 3 fois, il le met 4 fois, mais enfin, c'est pas grave, et il dit ça signifie l'eau, et il ajoute, et ça se prononce mou, ce que l'on retrouve dans le nom de Moïse, parce que Moïse sauvait des eaux, etc. À nouveau, c'est un peu une explication à la Apollon, il y a bien un lien démontrable entre un signe hiéroglyphique et une réalisation phonétique, et qui correspond à un module lexique, donc on a notre triangle. L'explication, le parce que, ça on peut la laisser tomber, mais comme tu le disais, d'ailleurs c'est un endroit unique dans l'œuvre de Kircher, il n'en fait rien. Il aurait pu se dire, ah ben tiens, il y a peut-être une langue qu'elle a derrière, mais il faut attendre le XVIIIe siècle pour avoir ce raisonnement-là. Mais même après, même au XIXe siècle, quand on a découvert la pierre de Rosette, donc à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, quand on a commencé à s'intéresser, disons, aux hiéroglyphes à partir de ce monument, beaucoup se sont tournés vers la partie démotique. Vous pensez que c'était un alphabet? Parce que c'était alphabétique, alors que il n'était pas question de chercher des valeurs phonétiques du côté de la partie hiéroglyphique. Oui. Donc, cette dualité, ce dualisme
a eu un impact jusque dans les années, jusqu'à 1822 finalement, puisque oui, c'est ça. Quelques mois avant la fameuse découverte, Champollion continuait à penser que les hiéroglyphes n'étaient pas phonétiques. Bon. Eh bien, il me reste à te remercier et donc vous avez vu le programme, hein, vous voyez qu'il reste encore 3 conférences qui auront lieu toutes le jeudi, ici même, à la même heure. Et donc, nous vous attendons nombreux la semaine prochaine. Merci.